Des causses reculées jusqu'aux villes les plus peuplées, des villages anglais brouillardeux jusqu'aux terres australiennes les plus âpres et dangereuses, il arrive souvent dans les témoignages rapportés qu'on parle de Dame Blanche. Véritable légende urbaine, elle éclipse une autre figure, pourtant bien plus intéressante, gothique, effrayante, fantomatique. La Dame en Noir. Qui est-elle? Prenons le temps d'en discuter pour en dresser un portrait. La Dame en Noir, elle serait au cœur de certains drames. Associée à des événements négatifs, elle marque les histoires intimes. Ainsi, pendant longtemps, sa figure nous est avant tout rapportée dans des témoignages, remontant le passé presque 200 ans en arrière. D'abord, direction l'Australie, au sommet des Blue Mountains, à l'ouest de Sydney. Plus précisément au col Victoria, qui est une route sinueuse construite autrefois par des prisonniers. Imaginez-vous le décor, parce que c'est ici que prend place l'un des crimes les plus terribles de la région à l'époque, au point de faire connaître la Dame en Noir sur le continent. L'assassinat de Caroline Colletts. Caroline est l'une des 6 enfants du couple Mary Hopkins et William James. Le couple gérait en toute illégalité un magasin de contrebande d'alcool à l'ouest des Blue Mountains. Cette famille, elle est marquée par la tragédie. En 1835, Marie, détruite par son alcoolisme, se suicide. Lorsque sa mère se donne la mort, Caroline n'a que 8 ans. L'enquête du suicide de Marie conduit les autorités à soupçonner William, le mari justement, d'avoir joué un rôle dans la mort de sa défunte épouse. William est arrêté et condamné à l'exécution par pendaison. Mais du côté des enfants laissés seuls, l'enfer avait commencé il y a bien longtemps. Livrés à eux-mêmes depuis un moment, ils vivotent comme ils peuvent dans leur propriété de la région de Bathurst. Ils ont peu de nourriture, le nouveau-né succombe même à cause de sa mauvaise santé. Caroline et sa petite sœur appelée Marie sont envoyées chez les Colletts pour travailler comme domestiques. Les Colletts sont une famille locale respectable, ils adoptent même les enfants, et leurs vastes richesses proviennent notamment de leur hôtel, le Hartley Inn. C'est à cet endroit, vers 1820, que les deux sœurs croisent le chemin de John Walsh, un condamné libéré qui manipule les 2 filles et abuse d'elles. L'histoire ne précise pas dans quelles circonstances. Elles sont alors âgées de 10 et 12 ans seulement. 12 ans est l'âge légal de la majorité sexuelle et du consentement à l'époque. Marie épouse John 1 an plus tard, tandis que Caroline épouse le fils des Colletts, William, qui est âgé de 25 ans. Profondément malheureuse dans son mariage, Caroline quitte William. Elle va alors vivre chez sa sœur et John. Là-bas, elle commence à entretenir une liaison avec ce dernier. La librairie Blue Mountains, qui a les archives de l'État, précise qu'en 1842, il semble y avoir de l'espoir pour une réconciliation entre William et Caroline. John, Caroline et William se rencontrent dans une taverne près de Hartley pour boire un verre et discuter de la situation. Sur le chemin du retour, la conversation s'échauffe un peu. On imagine que les querelles tournent autour de la liaison qui a été découverte. La dispute s'aggrave, les hommes commencent à se battre. Et Caroline, elle connaît le tempérament de John. L'homme ramasse d'ailleurs un rocher pour frapper William. Effrayée, Caroline exhorte à son mari de fuir pour sa vie, ce qu'il finit par faire. Tôt le lendemain matin, le corps ensanglanté de Caroline est retrouvé par un facteur au col Victoria. Elle avait été violée et battue, la tête frappée avec un rocher, couvert de sang et retrouvée à proximité. John Walsh, qui était rentré le soir du meurtre, a prétendu pour se défendre que c'était le fils du propriétaire de la taverne, Joseph Jagger, qui selon lui, l'avait attaqué avant d'enlever Caroline. Sauf que des témoins ont permis de facilement contester son alibi en plaçant le garçon Jagger à la taverne toute la nuit. Par la suite, John est arrêté, condamné et pendu à Bathurst le 3 mai 1842. Le nom Colletts est encore bien connu dans la région des Blue Mountains. L'hôtel Colletts Inn est classé au patrimoine mondial et abrite désormais un centre de réception. Mais c'est l'histoire tragique autour de Caroline Colletts et les témoignages qui affirment avoir vu son fantôme, sous l'apparence d'une dame en noir, qui ont captivé les habitants et les visiteurs. Parce que pendant près de 200 ans, depuis la mort tragique de Caroline donc, des témoins rapportent avoir vu la silhouette d'une jeune femme, vêtue de noir, qui apparaîtrait aux voyageurs tard dans la nuit. Dans les archives de la bibliothèque de Blue Mountain, beaucoup de témoignages attestent sa vision. Nombreux sont les cavaliers qui ont signalé que leur cheval était devenu agité et instable avant que la silhouette n'apparaisse sur la route devant eux. Certains ont rapporté, je cite, que ses longs cheveux sombres coulaient au vent et que ses bras étaient levés en un geste de supplication.
D'autres ont dit que ses yeux brillaient dans l'obscurité, comme ceux d'un tigre, et d'autres encore ont dit qu'elle n'avait pas de tête. Elle disparaissait aussi rapidement qu'elle apparaissait. En 1891, Sir Henry Lawson, l'un des poètes et écrivains les plus réputés d'Australie, publie un poème baptisé The Ghost at the Second Bridge, le fantôme au deuxième pont. Dans son poème, il décrit sa prétendue rencontre avec une apparition 2 ans plus tôt, la Dame en Noir, qu'il décrit comme un fantôme. Il commence par expliquer que n'importe qui dirait qu'il est idiot ou fou, mais qu'il est convaincu de l'avoir vue, si ses yeux ne l'ont pas trompé. Il décrit ensuite la rencontre, détaille comment la Dame en Noir, yeux plongés dans les siens, semblait lui demander de l'aide. Ses yeux, noirs, étaient grands ouverts. D'ailleurs, il brillait dans la nuit, et son visage était d'un pâle cadavérique. Ce poème a pu avoir une influence sur les témoignages d'après, mais il y en avait déjà avant même sa publication. Quant à savoir comment le lien a été établi entre la Dame en Noir et Caroline Coleitz, difficile à dire avec certitude. Il est courant d'associer une figure archétypale de fantôme comme celle de la Dame en Noir par exemple à une personne bien réelle et à un drame ou bien une affaire en particulier, pour ancrer les témoignages dans le réel, pour lier les faits entre eux, pour comprendre. Le drame de la mort de Caroline Coleitz a manifestement marqué les Blue Mountains. Alors, lorsque la légende urbaine de la Dame en Noir naît, Caroline y est associée. Sa mort fut tragique, elle pourrait être considérée comme une âme en peine qui hante les environs. On dit que les observations rapportées sont rares de nos jours. La route a depuis longtemps été réaménagée et élargie par rapport à la route originale. Mais les chauffeurs de poids lourds continueraient occasionnellement de prétendre la voir, surtout les nuits froides, où la menace du givre les obligerait à voyager lentement le long du col. Toujours avec la même description, un visage blanc, une robe noire, qui appelle à l'aide. Nous sommes aux États-Unis le 1er novembre 1899. Au crépuscule, une dizaine de personnes arrivent au cimetière de Central City dans le Colorado. Au loin, ils remarquent la silhouette d'une femme en noir. Elle porte un costume de brocart noir et tient un petit bouquet de ce qui semble être de la colombe bleue. La femme s'approche de la tombe de John E. Cameron, elle s'agenouille et place les fleurs sur la tombe. Alors qu'elle repart, dans l'obscurité, les témoins se mettent en marche. Ils ne sont qu'à quelques mètres d'elle alors qu'elle grimpe la colline vers le nord. Ils la perdent de vue un instant, le temps d'atteindre le sommet, et la femme en noir s'est volatilisée. La pierre tombale de John Cameron indique qu'il est mort le 1er novembre 1897, à l'âge de 28 ans, et qu'il était le fils de R.N.C. Cameron. Les dossiers indiquent que le jeune homme est né en 1859 à Perth, en Ontario. Il est le seul enfant de Robert et Catherine Cameron qui avaient émigré d'Écosse. La famille vit dans plusieurs États avant de s'établir dans le Colorado, à Central City en 1867, quand John a 7 ans. Son père meurt le 25 avril 1880, à l'âge de 47 ans, et Catherine et son fils continuent de vivre dans Central City. Il y grandit et devient quelqu'un de très populaire après avoir reçu une médaille de bravoure pour avoir sauvé des mineurs pris au piège dans une grotte. John Cameron était un jeune homme dans la fleur de l'âge et en parfaite santé. Mais le 31 octobre 1887, il s'écroule subitement. Le médecin indique que la cause du décès est, je cite, la paralysie du cœur. Après les funérailles, certains se souviennent d'une femme en brocart noir satiné, qui ne parlait jamais et continuait de se tenir silencieuse à quelques mètres de la tombe. Mais son voile était épais, et personne ne pouvait l'identifier. Chaque année, le jour de l'anniversaire de sa mort, on dit qu'elle est aperçue déposant une gerbe de fleurs sur sa tombe. C'est une légende urbaine et c'est ce qui a attiré l'attention des témoins qui lui ont couru après ce fameux soir. Certains disent qu'encore aujourd'hui, la Dame en Noir continue de visiter la tombe. Ce cas est donc devenu une légende urbaine, comme je vous l'ai dit, sans preuve tangible de l'existence de cette dame. Cependant, des chasseurs de fantômes continuent de se rendre aux abords du cimetière chaque année pour enquêter. Toujours pas de preuves, mais la légende de cette Dame en Noir qui errait aux abords du cimetière demeure. Et la Dame en Noir, elle continue de passionner encore aujourd'hui. En 2016, Julie Cockcroft, 55 ans, membre d'un groupe de chasseurs de fantômes, a pris cette photo au Bowling Hall à Bradford, dans le West Yorkshire, en Angleterre. Elle l'a prise après qu'un membre de son équipe ait affirmé avoir vu une apparition d'une Dame en Noir. Le témoignage est rapporté par le journal The Sun. J'ai cherché d'autres sources, et je suis tombé sur un article du Daily Mail qui dit qu'au cours d'une autre de leur enquête, ils auraient photographié une entité à tête de chien, voici la photo,
Puis une autre sur Yahoo où cette fois il photographie un fantôme de femme avec son chat. Et j'ai commencé à ouvrir une boîte de Pandore où un autre article du Daily Mail rapporte qu'un chasseur de fantômes, Andrew Alexander, accompagné de Julie Cockcroft sur le lieu d'enquête, avait une barbe hantée sur une photo puisqu'il était rasé. Bon, avec la barbe hantée, je commençais à un peu trop m'éparpiller, j'essayais simplement de croiser mes sources. On va revenir à la photo de base. Pas d'a priori ou d'ad hominem sur le travail et la méthodologie de Julie et de son groupe, je ne les connais pas. Parlons uniquement de la photo. Il y a bien une forme humaine qui pourrait être n'importe qui. Je ne peux pas prouver que ce n'est pas la dame en noir, évidemment, et ce n'est pas le but. Je peux en revanche affirmer qu'il est très facile de reproduire ce cliché dans les mêmes conditions, mauvaise luminosité, mauvaise qualité, qui laisse la part belle à l'interprétation, et aussi, il faut bien le dire, il y a une ingéniosité dans cette image qui fait qu'elle renvoie quelque chose de déstabilisant et d'immédiatement effrayant. Cette preuve est selon moi insuffisante, chacun est donc libre de croire ce qu'il veut, mais ça ne me convainc pas. Beaucoup de témoignages tournent autour de cette dame en noir. Je l'ai surtout découverte avec le film éponyme incarné par Daniel Radcliffe. C'est un film d'horreur, fantastique, qui m'a beaucoup rappelé des romans anglais de la littérature fantastique classique. Dans le film, la dame en noir, elle est particulière. Je ne vous en dis pas plus, pour ne pas justement vous gâcher le plaisir de la découverte. Artificielle dans certains de ses ressorts narratifs, c'est un film impeccable sur la forme, très bien mis en scène d'ailleurs, et à voir ne serait-ce que pour son ambiance gothique qui est maîtrisée, et ses décors d'une grande beauté. Le film fait très littéraire, et effectivement c'est l'une des adaptations du roman de Susan Hill, La Dame en Noir, publié en 1983, que je n'ai pas lu, mais qui est un roman de genre fantastique qui s'inscrit dans la littérature gothique. La Dame en Noir, avant tout ça, j'en avais vaguement entendu parler. J'ai voulu vérifier si les œuvres culturelles comme le roman ou les adaptations n'avaient pas pu influencer certaines personnes quant à leurs témoignages. Rappelons-nous qu'à la sortie d'œuvres comme L'Exorciste par exemple, il y a eu des recrudescences d'affaires paranormales en tout genre. Pareil pour l'affaire Amityville qui a influencé beaucoup d'affaires paranormales déjà traitées sur cette chaîne. Les images sont marquantes, elles sont un langage, et il y a encore quelques décennies, nous n'étions pas autant noyés d'images qu'aujourd'hui. Et nous y étions donc plus sensibles. Ces images étaient de nouveaux codes, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos et sur certains lives. Seulement voilà, avec le cas Caroline Collett, on peut constater que les premiers témoignages remontent à bientôt 200 ans. Et ça, seulement en Australie. Cette dame en noir hante donc bel et bien l'inconscient collectif depuis très longtemps. Si la Dame Blanche est une figure annonciatrice, notamment de mort à venir ou de drame à éviter, la Dame en Noir, elle, adaptation fictionnée mise à part, représente l'âme en peine, comme dans le cas de John Cameron, ou encore le fantôme qui a besoin d'aide. Il n'est pas vengeur comme un Yurei par exemple, mais il cherche à interpeller ceux qui croisent son chemin. Si vous avez d'autres informations ou même des témoignages autour de cette Dame en Noir, n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, il y a au moins 2 vidéos par mois qui sortent en fonction de l'ampleur des projets que je fais à côté. L'Instagram pour suivre l'actualité de la chaîne, Twitter, Facebook également, et surtout le Discord, le serveur de l'étrange, afin de rejoindre toute la communauté de la chaîne. Enfin, et c'est toujours le mot de la fin, n'hésitez pas à partager cette chaîne pour en assurer sa pérennité. Je vous remercie de m'avoir écouté, regardé jusqu'au bout. Votre temps est précieux quand même, et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.